Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Bruit d'augmentation de produits de grande consommation, qu'en est-il sur le terrain? Loin de s'en tenir aux simples spéculations et autres rumeurs qui circulent sur Internet, le chef du gouvernement Patrick Hachi s'est rendu sur le terrain au marché du Forum d'Adjamé pour se faire sa propre idée de ce qu'il en est. Le point de ses activités avec notre reporter Dangui à suivre en début de journal. Fraude douanière, 33 kg d'or brut interceptés à Noué, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. 2 individus ont été pris dans les filets des douanes ivoiriennes et mis à la disposition du parquet d'Aboisseau. Le récit de Lanciné Bakayoko à suivre dans cette édition. Au Burkina Faso, malgré le limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité mercredi dernier par le président Roch-Marc Christian Kaboré, l'opposition et une partie de la société civile appellent à manifester ce samedi dans tout le pays pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la situation sécuritaire. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Les manches retroussées, l'oreille attentive, le regard fixé et inquisiteur, le chef du gouvernement Patrick Hachi a tombé la veste hier du côté du marché Forum d'Adjamé, se faufilant entre les étals des commerçants et échangeant avec eux. Le chef du gouvernement a voulu se rendre à compte par lui-même des bruits d'augmentation de produits de grande consommation. Après cette étape, il s'est rendu au Grand Moulin d'Abidjan. Le chef du gouvernement a ensuite eu une réunion avec les différents acteurs de la chaîne de valeur des produits de grande consommation pour trouver une solution durable à la flambée des prix. On voit tout cela avec Dangui. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu au Forum des marchés d'Adjamé ce vendredi où il a échangé avec les commerçants et leurs clients sur la question de l'augmentation des prix des produits de grande consommation. Patrick Hachi a ensuite visité une boulangerie juste à côté avant de lever un coin du voile sur les enjeux de cette visite surprise sur les marchés. On a vu un certain nombre de vendeurs, comme vous l'avez vu. On a écouté également des femmes qui sont venues faire le marché, qui nous ont dit leurs sentiments, leurs perceptions. Ça nous a permis de prendre la mesure de la réalité des choses. L'une des premières actions qui ressort de cette visite, en particulier du marché, c'est le renforcement du contrôle des prix. Il se fait régulièrement, mais tous souhaiteraient que ce contrôle soit renforcé parce qu'eux-mêmes ont le sentiment que les événements successifs qui sont survenus, soit le Covid, soit les questions liées à la pénurie circonstancielle d'électricité, ont été une opportunité, une occasion pour certains d'aller dans des augmentations inconsidérées et inexplicables. Après la commune d'Adjamé, le chef du gouvernement a mis le cap sur la commune de Trècheville où il a visité l'usine des Grands Moulins d'Abidjan et écouté les responsables de cette entreprise avant de féliciter le secteur privé pour le respect de ses engagements dans le combat contre la vie chère. Ils ont joué le jeu et je voudrais saisir l'occasion pour les féliciter. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons déjà la première réunion du Conseil national de lutte contre la vie chère qui va donc définir les règles de travail qu'on aura pour, au fil des jours et du temps, arrêter secteur par secteur les problèmes qui se posent tout au long de la chaîne. Mais également rencontrer les acteurs de la principale filière d'exportation pour voir dans quelle mesure on peut accroître de façon significative la valeur ajoutée, quels sont les points bloquants, qu'est-ce que l'État peut faire à leur côté pour que dans l'ensemble, leur exercice de leur activité dans le métier s'améliore, s'accroisse, mais également que l'on puisse, pour les populations, avoir un spectre de produits beaucoup plus large à des coûts encore plus accessibles. Le gouvernement est résolu à protéger le panier de la ménagère sans détruire l'outil de production, selon le Premier ministre qui a reçu un peu plus tôt dans la matinée de ce vendredi le secteur privé à la primature où il leur a renouvelé l'engagement du gouvernement à être toujours à leur écoute. Les relations du secteur public et du secteur privé vont s'intensifier en termes d'écoute. Et notre rôle, ce sera d'accompagner notre secteur privé pour lui permettre d'être compétitif, pour lui permettre d'atteindre des niveaux de productivité qui lui permettent de faire également les efforts qu'on lui demande de faire
au bénéfice des populations. Le chef du gouvernement a annoncé la fin du rationnement de l'électricité pour les ménages. Les industriels doivent attendre le 15 juillet prochain. Et puis dans le fil de l'actualité, les boulangers menaçaient d'augmenter les prix de la baguette de pain si les coûts de la farine de blé ne baissaient pas chez les moulins. Ils avaient même planifié une grève à partir de lundi prochain. Finalement, le haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire a décidé de ne pas mettre à exécution son projet d'arrêt de travail. C'est le résultat d'un accord tripartite trouvé entre les boulangers, les meuniers et le gouvernement. Écoutez la déclaration du président du haut patronat des boulangers, Amadou Koulibaly, déclaration recueillie pour vous par Lanciné Bakayoko. Après plusieurs séries de négociations avec la tutelle du ministère du Commerce, nous venons à présent procéder à la suspension de notre mot d'ordre pour nous inscrire dans le cadre de dialogue ouvert par le gouvernement. Nous avions appelé, n'est-ce pas, nos pairs à maintenir le prix des 150 francs. Nous appelons les boulangers à travers l'étendue du territoire national à continuer leurs activités professionnelles et de nous faire confiance. Nous allons continuer les négociations avec l'autorité. Dans la commune de Tia-Salé, un système de numérisation a été mis sur pied par le nouveau conseil municipal dans le cadre de la collecte des taxes municipales. Objectif de ce système de numérisation, augmenter la recette, et ce système semble bien marcher. L'innovation a fait passer la recette propre de la mairie de 300 millions à près d'1 milliard de francs CFA. Ces fonds sont suivis en temps réel par l'opérateur technique et le trésor public, Didier Nguessan. Damas collecte les taxes pour le compte de la mairie de Tia-Salé depuis de nombreuses années. En contrepartie de l'argent reçu des commerçantes, il leur remet désormais un reçu imprimé via cette machine. Il y a plus d'1 an, le reçu était manuel, ce qui entraînait souvent des déperditions entre les sommes collectées sur le terrain et l'argent réellement déclaré au régisseur de la mairie. Avant là, il y a un régisseur qui fait nos comptes. Il sait si y a macaroni, il dit mais pourquoi il y a macaroni, soit la personne n'est pas là. Voilà, si au moins il y a un dit de 3 000, 4 000 qui manque, il dit ah, soit la personne n'est pas là. Et puis bon, prochainement, on envoie les gardes policiers et les gardes municipaux qui viennent encaisser. Voilà. Sinon, la machine, comme je veux dire, dès qu'on finit de lancer la journée, toute la mairie et tout le trésor est au courant que voilà ce que telle personne a lancé. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre les valeurs naturelles et puis la machine. La digitalisation du recouvrement des taxes municipales est un projet de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Il vise à augmenter les recettes propres des mairies. Une vingtaine de communes s'y intéressent. À Tia-Salé, sa mise en œuvre est effective depuis mai 2020. En plus des collecteurs dits occasionnels comme Damas, il existe des collecteurs à cartes qui opèrent en duo. Bon, ça peut aller, ça va. L'équipe est composée d'un agent recouvreur de la mairie et d'un agent rechargeur de l'opérateur technique. Vous voulez voir votre carte là, s'il vous plaît? Salimata ne dispose pas d'argent sur sa carte. Il lui faut d'abord la recharger avant de payer sa taxe mensuelle. L'argent en espèces continue donc de circuler. Je viens de payer le mois de décembre. Je viens de payer 3 000 francs. Donc comme c'est le maire qui est venu, il a changé de système. Donc le SU, avec ce système aussi, on n'a pas de problème. Parce que nous, on veut que le maire travaille. Bon, pour travailler, il faut payer les taxes. Voilà. Si on ne paye pas les taxes, il va travailler comment? L'opération se répète chez cette autre commerçante. Ça se fait en 2 étapes. Le rechargement et puis la collecte. Elle vient à peine de faire un rechargement de 19 000. C'est-à-dire que là, elle a de l'argent sur son compte. À partir de ce qu'elle a sur son compte, elle peut effectuer l'opération collecte si elle veut. Donc si elle bouton la carte, à partir de cette carte avec le numéro qu'elle a dessus, nous procédons maintenant à la collecte. Quand ils sont venus, ils nous ont expliqué comment on doit faire. Quand tu as 2 000 ou 3 000 francs, tu vas à la caisse, tu vas payer. Si tu n'as pas ça, le jour ils viennent au marché, vous négociez entre vous quoi. Maintenant, ce que tu peux payer, tu payes. Ce début de digitalisation permet à la mairie de suivre en temps réel le travail des collecteurs sur le terrain, mais aussi la situation de chaque contribuable. Mon premier réflexe, c'est de voir d'abord si les collecteurs sont sur les différents sites. Je prends le collecteur Loi Cyril, qui est un collecteur à 4. Je mets validé. Effectivement, Loi Cyril, voilà la collecte qu'il a fait. Il a fait 11 opérations. Le montant total est de 40 000 francs.
vous voyez que le tableau est affiché 0,0. Donc, actuellement, le collecteur Marie n'est pas sur le terrain. Donc, du coup, je peux l'appeler pour dire, mais tiens, à 9h52, vous n'êtes pas sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? L'adoption du système de collecte numérique par le conseil municipal impose la transparence. Ici, parler d'agents n'est pas un tabou. Pour un total mensuel, ça peut valoir 8 millions par mois. Détaché de Ndoussi, ville voisine désormais érigée en commune, Tia Salé paie une partie de ses recettes et s'adapte. Tia Salé Ndoussi, on était autour de 750 millions. Mais Ndoussi étant parti avec les 2/3, la crainte c'était de ne pas se retrouver à travailler avec 300 et quelques millions. Avec ce mécanisme-là, il faut dire que déjà notre budget est passé à peu près 1 milliard. Ce projet de recouvrement digital a permis d'identifier 1178 contribuables à Tia Salé, un atout prévisionnel et un outil de prospection. Il faut avoir des chiffres qui sont corrects, qu'on peut vérifier sur le terrain et qu'on peut effectivement mobiliser. Et donc c'est un avantage pour un élu de savoir que quand il va discuter avec un partenaire, il a une visibilité sur la progression de ses ressources propres et donc met ça dans la balance pour pouvoir prendre des engagements vis-à-vis des partenaires sérieux. Notre objectif est de booster à hauteur de 45% en moins de 6 mois nos ressources propres. Et donc c'est pour ça que nous avons opté pour la collecte numérique. C'est d'ailleurs un système qui est approuvé par l'État de Côte d'Ivoire à travers un décret pris par le chef de l'État qui permet à une structure d'être sur le terrain et de travailler avec les collectivités. Ce maillage contribue à booster les ressources propres de la commune et garantit une certaine traçabilité. Avec le système numérique, la mairie ne touche plus l'argent. Le maire ne voit plus un rond, puisque c'est de façon numérique que les fonds sont transférés sur un compte dédié au Trésor. Et donc, ça oblige les élus que nous sommes à être encore plus transparents, puisque à partir d'un logiciel, le Trésor, depuis leur bureau, suit en temps réel l'évolution des collectes sur le marché. Donc, un tel système est une garantie de transparence. Optimiser les fonds propres de la commune afin d'autofinancer les projets de proximité. En un an de mise en œuvre, le paiement électronique des taxes municipales à Tia Salé donne des résultats probants. Et loin des systèmes numériques, la journée mondiale sans sac plastique est célébrée ce 3 juillet, une journée instaurée par l'Organisation mondiale des Nations Unies. Elle a pour but de sensibiliser entreprises, collectivités et populations sur leurs responsabilités en ce qui concerne la gestion des sacs plastiques. Grace Kando. L'utilisation des sachets plastiques est responsable de la pollution de l'environnement et de la dégradation de la qualité du cadre de vie de l'homme. Chaque année, les océans du monde reçoivent plus de 8 millions de tonnes de plastique, ce qui constitue une menace pour les espèces aquatiques. Le rejet des sacs dans la nature est préjudiciable au développement du tourisme, de la pêche et des activités nautiques. Pour une utilisation d'à peine quelques heures, un sac plastique mettra 400 ans pour se dégrader dans la nature. Dans le même temps, il nuit à la qualité des sols et des ressources aquatiques. Il contribue à provoquer des inondations et est source d'insalubrité dans nos espaces de vie. Devant les effets néfastes des sacs plastiques, nous ne pouvons pas rester dans l'inaction et nous contenter de faire des déclarations de bonnes intentions. Pour réduire l'utilisation du sac plastique, des efforts sont faits par le gouvernement. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques dans notre pays. Cependant, force est de constater le spectacle désolant et quotidien de sacs plastiques enlaidissant nos espaces verts, nos places publiques, nos plans d'eau, bref, notre cadre de vie. Les ouvrages d'assainissement et de drainage sont devenus les lieux privilégiés de rejet des sacs plastiques et de tous autres déchets. Nous devons repenser nos modes de production et de consommation. L'heure est donc venue pour des actions communes et concertées contre les sacs plastiques. Selon le ministre Bouaké Fofana,
Le gouvernement entend poursuivre ces actions en continuant la sensibilisation et, le cas échéant, en faisant recours à la répression. Reportage signé Grace Kando. Une autre journée internationale célébrée ce 3 juillet et instituée par les Nations Unies depuis 1992. C'est la journée internationale des coopératives féminines. Les coopératives féminines contribuent de plus en plus au développement socio-économique. Une célébration pour mettre en évidence leur apport, de même que celui des programmes étatiques qui favorisent l'autonomisation des femmes membres de ces coopératives. Didier Nguessan. En Côte d'Ivoire, les sociétés coopératives contribuent à renforcer la sécurité alimentaire à travers la production et la commercialisation des produits vivriers. À l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée par les Nations Unies ce 3 juillet, le gouvernement ivoirien est reconnaissant. Durant les moments critiques de la pandémie à Covid-19, les sociétés coopératives du secteur vivrier, animées majoritairement par les femmes, ont joué un rôle déterminant pour le maintien des chaînes d'approvisionnement. Elles ont œuvré à la pérennisation des acquis depuis la production, l'approvisionnement des différents marchés jusqu'à la commercialisation et à la transformation des denrées alimentaires. Cette année, la célébration porte sur le thème « Quelles solutions de résilience pour les sociétés coopératives des femmes face au changement ». Par ce thème, cette célébration vise à renforcer la capacité des membres des sociétés coopératives de femmes sur les solutions innovantes pour développer leur résilience et de ce fait améliorer leur performance, car nul ne doute de l'importance du rôle que jouent les sociétés coopératives de femmes dans le bien-être des populations dans leur ensemble. La Journée internationale des coopératives a été instituée par les Nations Unies le 16 décembre 1992. Dans le secteur de l'éducation, 50 groupements agricoles sur les 5600 mobilisés autour des cantines scolaires ont été primés, à féliciter au cours d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, représentée pour l'occasion par son directeur de cabinet. Objectif de cette célébration, galvaniser les autres groupements agricoles afin que ceux-ci s'approprient les cantines scolaires qui, de façon indirecte, permettent de lutter contre l'absentéisme, voire l'abandon de l'école par les enfants. Didier Nguessan. Le groupement agricole UFKG de Ganaoni, un village dans le département de Boundiali, est le meilleur des 50 premiers groupements mobilisés autour des cantines scolaires en cette année scolaire qui s'achève. Il a servi un repas chaud aux élèves de l'EPP Ganaoni pendant 138 jours, soit 120 jours en plus des 18 prévus par l'État. D'ailleurs, ce groupement a encore des réserves pour amorcer la prochaine année scolaire. Une contribution très active à la pérennisation des cantines scolaires pour une alimentation saine et régulière afin de maintenir les tout-petits à l'école. Ces groupements ont été choisis suivant les critères se rapportant aux quantités de vivres apportés aux écoles à cantine, au nombre de jours servis dans ces cantines et au nombre de jours de fonctionnement induit. 4 décortiqueuses, 4 broyeuses multifonctions, 22 tricycles, 20 broyeuses mobiles et 20 kits de petits matériels de transformation agricole ont été remis à ces 50 groupements primés. Le tout d'une valeur de 105 millions de francs CFA. Je suis très contente, très heureuse. Je dédie ce prix à toute la population de la Baboué. À partir de cette cérémonie, nous devions faire plus que ce que nous faisions avant. L'État et les partenaires internationaux sont favorables à cette initiative communautaire. Le CERFAM est vraiment déterminé à travailler main dans la main avec tous les partenaires afin de faire la promotion et la mise en œuvre de bonnes pratiques et de solutions durables en matière de lutte contre la faim à tous les niveaux. Les décortiqueuses, les broyeuses multifonctions, les broyeuses mobiles, les mototricycles et les kits de petits matériels dont bénéficient aujourd'hui les acteurs du monde agricole vont à coup sûr renforcer leur capacité à produire et donc à accroître l'offre de denrées alimentaires au profit des cantines scolaires.
En Côte d'Ivoire, ce sont plus d'1 million d'élèves au primaire qui reçoivent un repas chaud et équilibré les midis grâce à 5600 cantines. Cette distinction vise à sensibiliser la communauté nationale et internationale sur l'importance de l'alimentation scolaire et sa valeur au plan social et économique. Et l'actualité, c'est aussi cette offensive menée par des chercheurs ivoiriens qui se mobilisent pour apporter une riposte à une menace portée par une bactérie sur le manioc. Cette menace engendre d'énormes pertes en termes de rendement. Une menace identifiée en Afrique australe, centrale et au Nigeria, voisin du Cameroun. Pour venir à bout de cette maladie du manioc, ces chercheurs sont en quête de financement. Eugène Atoubé. C'est une riposte que préparent les chercheurs du Centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers WEV contre la striure brune, une maladie virale qui touche particulièrement le manioc et actuellement fait des ravages dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Le plan de riposte dont la mise à exécution nécessite un financement est présenté au ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan par le professeur Peter Justin. L'enjeu de ce plan de riposte est de maintenir la productivité du manioc en Côte d'Ivoire et garantir la sécurité alimentaire. La production annuelle de la culture de manioc estimée à 169 millions de tonnes par an connaît une baisse drastique. Il faut donc craindre une hausse du prix du manioc et de ses dérivés, le manioc comme moyen d'autonomisation des femmes et au profit desquels le district d'Abidjan a construit plusieurs unités de production d'Atiéké. Le Grimambé s'engage à soutenir les chercheurs du WEV pour trouver le bouclier contre cette bactérie transportée par de petites mouches blanches et des boutures de manioc non saines appelées striure brune du manioc. Professeur Justin Peter rappelle que la striure brune est aux portes de la côte ouest africaine et qu'il urge de mener la riposte. Le laboratoire du WEV lance dans cette optique une surveillance participative dans les localités de Songon, Aboisseau et Adzopé. Voilà, sachez également que le gouvernement américain, à travers le PEPFAR, intensifie la lutte contre le VIH dans les armées, dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines, précisément les médecins pour une prise en charge adéquate de personnes vivantes avec le VIH. Astou Touré Daniogo. La lutte contre le VIH-Sida se poursuit dans les armées de Côte d'Ivoire à travers le projet ECHO, une formation à distance via visioconférence distillée par l'Université de New Mexico aux États-Unis. Ce projet ECHO offre une opportunité de formation à distance et un mentorat supplémentaire pour le renforcement des connaissances des aptitudes des prestataires, médecins et non-médecins, avec pour effet de fournir des services de qualité, traitement ARV et maintien des soins aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Dans le monde, nous sommes le premier projet ECHO dans le cadre d'une armée. Il y a déjà 15 centres dans lesquels le projet a été déployé. Aujourd'hui, dans cette salle qui porte le nom du ministre d'État, ministre de la Défense, nous avons pu rentrer en contact avec ces 13 centres qui sont bien loin de nous. Quelqu'un à Korogo, il a Daloa, ou un médecin qui est tout seul là-bas, qui prend des patients en charge, peut bénéficier de l'expertise, du soutien de quelqu'un d'Abidjan. C'est ce qui se fait actuellement. PSI conduit en partenariat avec le PEPFAR le projet ECHO. Que ce soit au niveau du ministère de la Défense ou que ce soit au niveau du ministère de la Santé, ces experts seront disponibles pour guider, orienter et former le personnel pour vraiment assurer un bon accompagnement des militaires et des gendarmes affectés ou infectés par le VIH-Sida. Les participants estimés à 51 sont issus de différentes structures médicales des armées de Côte d'Ivoire, du ministère de la Santé, de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et bien d'autres. Et une autre lutte qui se poursuit depuis plus d'un an, celle contre la Covid-19, à suivre dans un instant l'évolution de la maladie dans notre pays.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 2 juillet 2021 92 nouveaux cas de Covid-19 sur 2792 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date donc du 2 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 470 cas confirmés, dont 47 881 personnes guéries, 315 décès et 274 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 714 637. Le 1er juillet, 12 584 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 780 623 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Parlons à présent de 2 individus pris dans les filets de la douane. Ils espéraient se faufiler entre la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, arrivés en Côte d'Ivoire puis écouler 33 kg d'or brut qu'ils avaient en leur possession, soigneusement dissimulés dans des colis. Malheureusement pour eux, ils ont été épinglés par les douanes ivoiriennes et mis à la disposition du parquet d'Aboisseau, où ils sont poursuivis pour atteinte à la législation sur la commercialisation des métaux précieux. Lanciné Bakayoko. Beaucoup de filets à l'actif de la direction régionale des douanes d'Aboisseau. 2 individus suspects en possession de 33 kg d'or brut frauduleux viennent d'être appréhendés au niveau de Noé à la frontière ivoiro-ghanéenne. C'est au cours d'un contrôle effectué sur le premier suspect que les agents ont découvert les métaux soigneusement dissimulés dans les poches d'un blouson enfoui dans un sac. Un deuxième individu s'est par la suite présenté comme étant le propriétaire de la marchandise sans fournir les documents requis en l'espèce. Les colis frauduleux, composés de 15 plaquettes métalliques de coloration jaunâtre, semblables à de l'or, ont été aussitôt acheminés au laboratoire de la sodémie en vue d'en déterminer la nature. Les résultats de cette analyse révèlent qu'il s'agit de l'or brut dont les teneurs oscillent entre 22 et 23 carats, d'un poids total d'un peu plus de 33 kg. Valeur marchande, 1 milliard de francs CFA. Incapables de présenter les documents exigibles, les 2 individus et la marchandise saisie ont été mis à la disposition du procureur de la République, où la procédure suit son cours. Notons que la détention et l'exportation d'or sont encadrées par une réglementation basée sur un régime de permis et d'autorisation, ainsi que sur l'obtention d'un agrément dûment délivré par l'administration minière. Un reportage signé Lanciné Bakayoko. Et puis sachez que l'objectif 0 perte en vie humaine ne sera pas atteint. Les pluies qui se sont abattues dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans les villes d'Abidjan et de San Pedro ont fait des victimes. 2 personnes ont perdu la vie suite à un éboulement survenu dans la commune d'Atekoubé, précisément au quartier à Moussikro. Alors qu'elles étaient endormies, elles ont été emportées par les eaux. Le maire de la commune d'Atekoubé annonce des poursuites judiciaires contre les propriétaires de ces maisons et la destruction des maisons situées dans cette zone à risque. La ministre Belmonte Dogo a présenté les condoléances du gouvernement aux parents des victimes. À San Pedro, 2 adolescents ont péri sous les eaux. Le maire de San Pedro, Félix Anoblé, appelle les populations à quitter les zones à risque. Les maisons situées dans ces zones à risque ou dans le lit des eaux seront également détruites. La mutuelle des artistes de la région du Tonkoui s'engage à œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des artistes originaires de cette région de la Côte d'Ivoire à travers plusieurs projets. Le premier, tout mettre en œuvre afin que les membres de cette mutuelle puissent avoir un toit dont ils seront les propriétaires. La mise en place de cette mutuelle a pour objectif de faire sortir les artistes de la région de l'informel. Godefroy Kambawa. Des artistes d'ethnie Dan, regroupés au sein de la MAT, la mutuelle des artistes du Tonkoui. Ils sont porteurs d'un projet de logement en faveur des leurs. Un artiste, un toit, bientôt une réalité. C'est un projet vaste et nous allons créer une cité à Ma, à Danané, à Biankouma, à Zouaouien pour que tous les artistes de la grande région du Tonkoui puissent avoir un pied-à-terre chez eux. Pour le président de la mutuelle des artistes du Tonkoui, Léon Gueye, connu sous le nom de Onel Mala, cette mutuelle a pour objectif de faire sortir ces artistes de l'informel.
C'est un lieu pour nous de sortir de l'informel. Vous savez, tous les artistes ne sont pas toujours dans la légalité quant à leur organisation et beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Ce premier projet, Un artiste, un toit, permettra la construction d'une cité des artistes dans la ville de Logoualé, localité située dans la région du Tonkpi. Belle initiative de cette mutuelle. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, l'opposition et une partie de la société civile appellent à manifester ce samedi dans tout le pays pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la situation sécuritaire. Le week-end dernier, des marches spontanées avaient eu lieu dans plusieurs villes de la région centre-nord et de celle du Sahel. Mercredi soir, le président Roch-Marc Christian Kaboré a limogé ses ministres de la Défense et de la Sécurité. Malgré ce geste, l'appel à manifester a été maintenu. C'est une marche patriotique, explique Eddy Camboigo, le chef de file de l'opposition. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition. Dieu garde la Côte d'Ivoire.